Donc bonjour à tous, bienvenue sur Spotway Days, le podcast qui vous inspire. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Nicolas Roux, responsable de la SAS et la HMIM depuis 2014. La SAS et la HMIM, c'est 8 magasins sur le secteur de l'Ouest, notamment le Nord-Ouest. Et c'est également 30 salariés. On va échanger autour de l'entrepreneuriat, mais notamment comment devenir entrepreneur. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nicolas, comment ça va? Ça va très très bien. Voilà. Je suis heureuse de vous accueillir dans ce podcast. Notre échange va plutôt se dérouler en deux parties. La première partie, ça va être plutôt votre parcours, comment vous avez construit justement ces magasins-là et un peu savoir comment vous en êtes arrivé justement à ce chemin-là. Et la deuxième partie, c'est plutôt des conseils, des tips justement sur l'entrepreneuriat. La première question que je vais vous poser, c'est pouvez-vous nous dire comment vous avez décidé de devenir entrepreneur? Ma question va plutôt aborder votre parcours, notamment les études aussi que vous avez pu faire. Ok, vaste question. Oui. Bon, alors, la première chose que j'aurais envie de dire, c'est qu'on ne naît pas entrepreneur. Quand je dis naître, c'est sitôt après ses études, on le devient. On le devient par une accumulation d'expérience. On le devient aussi par une partie de soi-même, un savoir-être, parce qu'il faut être un peu... le terme que j'utiliserais, c'est qu'il faut être entreprenant, on va dire, dans la vie en général, avoir envie de faire des choses, de se réaliser. Mais c'est vraiment l'entrepreneuriat, il vient, pour moi, et je pense pour beaucoup de mes collègues avec qui j'échange, ça vient après un parcours. Donc on ne se réveille pas un matin en disant tiens, je vais entreprendre. Pas du tout. Donc pour répondre à votre question, et si on retourne un peu loin pour moi dans les années 90, voilà, donc moi j'ai fait un bac dans un lycée aux Herbiers, voilà, un bac sciences éco qu'on appelait à l'époque, un bac B. À la suite de ça, j'avais une passion pour l'histoire géo. Vous voyez, je suis devenu commerçant. Voilà. Donc j'ai fait une année de fac à Nantes. Voilà, ça n'a pas donné du tout ce que je voulais de me retrouver parmi 1000 étudiants comme un numéro. Et du coup, je me suis réorienté en mélangeant à la fois l'économie et le goût pour la géographie. Je suis allé faire un DUT gestion logistique et transport à Saint-Nazaire. Là, ça m'a vraiment passionné. Donc, parce que j'avais de la géographie, un peu de business, de la logistique, de la gestion de flux, des notions d'organisation. Ça me branchait vraiment. Et puis, comme dans tout cursus, dans toute formation, vous avez des stages. Donc, vous voyez un peu ce que ça peut donner au bout des 2 ans quand vous allez faire un stage dans une boîte de transport. Ce qui était mon cas, transport routier. Vous voyez à quoi vous pouvez prétendre au bout des 2 ans. Là, clairement, j'avais pas envie d'être enfermé dans un bureau à faire de l'organisation logistique et à speeder, à stresser comme un malade parce que c'est une vie assez trépidante. Oui, voilà, qui convient à certains, mais moi je me suis dit ça c'est pas pour moi. Donc j'ai commencé à réfléchir sur le fait de vendre du transport, voilà, devenir commercial. Donc je me suis dit Nicolas, tu vas pas t'arrêter au DUT, tu vas poursuivre par du business. Donc j'ai recherché des parcours privés, publics, etc. Et là je me suis inscrit dans un IUP, commerce distri à La Rochelle. Voilà, donc à l'époque, c'était un IUP, c'était vous faites licence maîtrise. D'accord. Donc aujourd'hui, on dirait faire un master. Donc j'ai obtenu ma licence sans problème. Mais là, c'est pareil, j'ai continué à faire le tri. C'est-à-dire que ma licence était très orientée distri, grande distri, organisation, rayon. J'ai appris plein de choses qui m'ont servi par la suite. Mais je voulais plus voir ce côté négociation pour ensuite aller vendre du transport. Donc j'ai quitté la licence pour aller faire ma maîtrise au Havre. Donc là où j'étais en management, vente, achat. Toujours dans un IUP. Là, ça m'a beaucoup plu parce qu'on avait, je pense que c'est comme beaucoup d'étudiants aujourd'hui, c'est plus on monte, moins il y a de profs et plus il y a d'intervenants qui vous font part de leur vraie vie en fait, de leur parcours, et ça c'est ultra enrichissant. Voilà, donc à l'époque j'ai fait mon stage long de maîtrise dans une entreprise qui s'appelait les transports Gravelot en Vendée, qui ont été rachetés depuis par des Allemands. Et potentiellement j'avais un poste de commercial transport qui m'attendait au bout de tout ça à Paris. Voilà, avec un salaire vendéen, bof. Voilà, et puis tout ça, ça a été un peu stoppé par l'armée, voilà, parce que faire des études, c'est bien. Et j'ai fait partie des presque derniers qui ont fait leur service militaire. Voilà, donc ça, on était en 99. À l'époque, je restais salarié de l'entreprise, Gravelot Transport, mais il fallait que j'aille faire mes 10 mois. Et pendant ces 10 mois, avec mes collègues, on a essayé de se booster pour essayer de voir comment on pouvait faire pour rebondir, essayer de trouver une issue à tout ça. Voilà, on avait beaucoup de bienveillance les uns envers les autres. Il y avait le côté festif aussi à l'armée. Voilà, les copains d'armée, c'est pas un mythe. Mais je les ai beaucoup écoutés. Ils m'ont dit, mais toi, t'es fait pour le commerce pur, Nicolas. Enfin, voilà. Et un jour,
jour, l'un d'eux sur Ouest France tombe sur une annonce. Decathlon cherche responsable de rayon, futur directeur de magasin. Il me tend l'annonce, il me dit Nicolas, ça c'est pour toi. Ah ouais, bah oui, mais moi, j'ai un boulot qui m'attend au chaud dans le transport, voilà. Et pourquoi j'irais m'embêter? Oh, j'y suis allé. Je suis allé à l'entretien. Donc j'étais rentré à l'armée en avril. En juillet, j'avais un entretien. 15 jours après, j'avais la réponse. Mais nous, on vous prend tout de suite, parce que j'ai une autre passion à côté qui est la montagne. Voilà. Et il y avait un magasin sur Nantes, le Decathlon Vertou, qui cherchait son responsable montagne. Et donc j'ai dit au revoir au transport et bonjour au commerce. Et là, on est en janvier 2000. Donc il y a plein d'éléments qu'on fait que justement Parce que moi, du coup, je vous connais parce que j'ai fait un stage dans un de vos magasins. J'étais en stagiaire chez Rouge-Gorge Lingerie en BTS, du coup, il y a quelques années, enfin quelques années non, quand même, il y a 3-4 ans. Et justement, il y a plein d'aspects justement de votre vie. Vous avez pris en fait des bouts de formation et ça a construit une envie à côté justement de se mettre dans le commerce. Justement, quels sont les premiers pas? Là, je vais venir plutôt sur le côté entrepreneuriat, donc les magasins que vous avez pu acquérir. Quels sont les premiers pas pour devenir entrepreneur? Comment vous avez justement passé de Decathlon à créer justement la SAS LH Mime? Alors, petit détail, parce que je ne sais pas si on en a parlé quand vous étiez en stage chez moi. J'ai créé 2 boîtes. Oui. Non, je ne savais pas. Dans ma vie. Je l'apprends. Donc, mon parcours de Decathlon, il a duré 6 ans. D'accord. Donc 1 an et demi responsable de rayon, Okay. voilà, où là j'ai tout appris très très vite, alors en faisant des heures, je vous explique même pas. Et puis 4 ans et demi directeur adjoint. Ok. D'accord. Après, on se trouve confronté, mais ça je pense que vous, vos collègues, tout le monde est confronté à ça à un moment. Il y a des boîtes qui vous sollicitent beaucoup pour être mobile, pour aller partout, etc. Moi, c'était pas mon cas. Donc je voulais rester dans la région. Decathlon m'imposait une mobilité pour avancer dans ma carrière. Et là, j'ai fait un premier projet entrepreneurial fin 2005. Où là, je me suis lancé, parce que c'était les débuts à l'époque, je me suis lancé dans le bio et l'équitable. Mais à l'époque, je voulais pas faire ça, je voulais pas de boutique. Pas de stock, comme je disais à l'époque, je voulais pas faire ça avec un poncho sur la tête. Je voulais quand même que ce soit sérieux et faire du business. Et en fait, où j'avais identifié une cible cette cible existe toujours, le cadeau d'affaires, les comités d'entreprise. Donc ça, j'en étais persuadé, j'avais isolé une niche et je m'étais dit, on va y aller. Ça a duré 2 ans, j'ai échoué. Et donc comment on devient entrepreneur qui réussit, c'est aussi des fois en échouant. Ouais, avec les échecs. D'accord. Je vais passer assez vite sur l'échec. Moi, l'échec, je le vis plutôt à l'américaine. You did it, voilà, tu l'as fait, c'est pas grave. Et en fait, le mur auquel je me suis confronté, on va dire 15 ans après, il existe toujours. C'est-à-dire que quand vous démarchez le marché des comités d'entreprise, que vous arrivez avec des produits. Donc moi, en l'occurrence, c'était beaucoup de chocolat équitable. Je faisais des paniers avec des terrines, des choses, voilà. Ça intéresse énormément mes interlocuteurs. Voilà, donc j'avais souvent affaire, plus la boîte est grosse, plus vous avez affaire à des syndicats. Voilà, donc des gens très motivés, avec qui vous partagez certaines valeurs. Voilà, ils étaient attirés par ça. Par le bio, l'équitable. Sauf que dans une grosse boîte, quand ils se mettent tous autour de la table, vous avez la CFDT, la CGT, le machin, ils ont tous leurs prestataires. Et vu qu'ils ne peuvent pas se voir entre eux, ils se mettent d'accord sur personne. Oui. Et ça finit comment? Ça finit en chèque cadeau. Donc les prestataires, allô. Ça par contre, sur l'aspect entrepreneur, moi ça m'a donné une caractéristique aussi dans ce que je suis encore aujourd'hui, c'est faut pas foncer tête baissée. J'étais persuadé, même limite aujourd'hui, je suis encore persuadé que mon idée de base était bonne, mais avoir la tête dans les étoiles c'est bien, les pieds sur terre c'est très bien aussi, pour soi et puis pour son entourage, parce que l'entrepreneuriat parfois peut avoir un coût, on va dire pas que financier. Familial, en termes d'engagement, enfin il y a plein de conséquences. Moi j'ai pas voulu mettre ma famille en danger, ni moi. J'ai dit c'est pas grave, on arrête. Ça n'a pas donné ce que je voulais et on va retrouver autre chose. Et là j'atterris dans le vêtement. Voilà. Dans le vêtement, dans la gestion de réseau, donc dans le groupe Beaumanoir à l'époque, qui existe toujours, un des plus gros groupes français de prêt-à-porter, basé à Saint-Malo. Donc j'ai travaillé 7 ans pour Cache-Cache. Et là j'ai travaillé la gestion de réseau. C'est-à-dire que j'étais pas cantonné à un magasin, on m'en a donné 20, puis 25, puis 30 que je supervisais, d'accord, pour le compte de mon patron. Et parmi ces magasins-là, il y a des magasins où quand j'arrivais, j'étais le représentant du patron en tant que cadre. Voilà. Et d'autres magasins où j'arrivais chez des partenaires que je suis devenu aujourd'hui, d'accord, des partenaires affiliés qui eux investissaient dans un local, des travaux, une équipe, c'est eux qui payent les salaires, c'est eux qui payent les factures d'électricité, etc. Et puis pendant ces 7 ans, plus l'horloge tournait, plus je me suis dit ça c'est peut-être pour moi. Et je me suis lancé. Avec Mime, de mémoire? Avec Mime en 2014. Alors, j'ai d'abord essayé de le faire avec mon ancien patron, donc Monsieur Beaumanoir. J'avais un projet sur Clisson pour monter un cache-cache bonobo.
On m'a dit oui, on m'a dit non, on m'a dit oui, on m'a dit non. Bon, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Et puis un jour, je reçois un coup de fil, parce que c'est un métier qui m'a apporté un énorme réseau. Aujourd'hui, quand mes filles prennent mon portable, ils me disent mais c'est quoi, il y a du monde chez toi? Voilà, j'ai un très gros réseau. Et un jour, je reçois un coup de fil. Bon, Nicolas, tu connais la concession Renault aux Herbiers? Je dis oui, moi je suis originaire des Herbiers. Enfin, voilà. Pourquoi tu me parles de ça? Parce que ça va devenir 4 magasins. Ok, oui. Et il y a l'enseigne Mime qui cherche. Ok, tu voudrais pas en faire un? Si, je sais pas, faut que je vois. Non, t'as 48 heures pour me dire oui. Ouf! Ah oui. Pression. Voilà, ouais. Donc forcément, j'en parle à mon épouse. Et puis voilà, j'avais 2014, 40 ans. Bon, à l'époque, je faisais 80 000 km par an en voiture, plus train, plus avion, plus, vous voyez, je disais au revoir à ma femme et mes filles le lundi, on se revoyait le vendredi soir. Bon, il y a un moment, on se dit aussi, tiens, c'est peut-être l'occasion de changer de vie aussi, d'entreprendre et de changer de vie. Ça porte un confort. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai dit oui. Donc début de l'aventure en mai 2014 avec un premier magasin donc aux Herbiers et déjà un autre qui était dans les cartons à Montaigu puisque c'est un métier qui est sur un secteur qui est tendu. Donc pour aller décrocher des financements, la confiance d'un bailleur et la confiance d'une enseigne, dès le départ je me suis dit faut diversifier, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Voilà, donc déjà une enseigne, 2 magasins, c'était pas mal. D'accord. Et au niveau des... Parce que je pense qu'on... Les étudiants vont beaucoup se poser la question, mais au niveau des statuts, des démarches qu'il faut effectuer, comment ça se passe en fait un peu les coulisses justement de créer son entreprise, parce que c'est un gros dossier et qui n'est pas forcément bien expliqué, je pense. Eh bien, on ne fait pas ça tout seul. J'imagine bien. On ne fait pas ça tout seul, ça s'apprend pas à l'école, ou peut-être dans certains endroits. Mais là aussi, ça vient du parcours. C'est-à-dire que j'aurais voulu créer ça à l'issue de mes études, j'aurais pas choisi forcément cette structure juridique-là. Là, il se trouve que j'ai cotisé cadre depuis l'an 2000, alors si vous enlevez ma première expérience entrepreneuriale, de 2000 jusqu'à 2014, j'ai cotisé cadre. Et le conseil que je suis allé voir dans un cabinet comptable, ils ont des gens qui prospectent, qui vous aident à construire le projet financièrement et juridiquement, m'a dit écoute, tu as intérêt à être salarié de ta boîte, d'accord? Donc j'en suis le patron, mais je suis salarié. Tu as intérêt à être salarié. Il existe un article, alors, je ne vais pas trop dans le détail, mais article 83 où je peux continuer à cotiser jusqu'à 5% de mon salaire. Voilà. Et du coup, la continuité de mes cotisations cadres se poursuit jusqu'à la fin. D'accord. Voilà. Donc, contrairement à une SARL, par exemple, où à la fin, si vous n'avez pas un gros pécule ou si vous ne vendez pas votre boîte, de la retraite, il n'y en a pas beaucoup. Oui. D'accord? Alors que là, je suis plutôt tranquille. Oui, là, c'était plutôt la sécurité pour le choix du statut aussi. C'est ça. D'accord. Et au niveau des démarches... Donc on n'a pas précisé, SAS. Il n'y a que la SAS qui permet ça. Mais au niveau aussi, pareil, d'attirer ses premiers clients, de les fidéliser, comment ça peut se passer? Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de magasin Mime, mais sur les Herbiers, il a fallu justement attirer du monde, attirer du trafic et fidéliser cette clientèle. Comment ça s'est déroulé? Alors déjà, l'intérêt de fonctionner avec une enseigne, c'est que l'enseigne, elle arrive avec sa notoriété propre. Donc en fait, pour valider un premier point de vente, puis un deuxième, puis un troisième, mon travail, vraiment, c'est de trouver le meilleur emplacement possible, qui génère naturellement du trafic. Ouais, une zone de chalandise. Donc là, vous allez chercher des données de trafic routier, vous allez chercher des données de volume de chiffre d'affaires de l'hyper le plus proche, ces choses-là, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, de faire une étude de marché pendant des mois et des mois pour essayer de savoir à l'euro près combien de chiffres vous allez faire. D'accord? Donc le bon emplacement, quelques chiffres clés en local et la notoriété de l'enseigne, ça suffit. Ça suffit. Ouais. Ça suffit. Et voilà, au niveau de l'idée d'affaires, vous l'aviez un petit peu, c'était une opportunité. Mais par exemple, pour les autres magasins, notamment la station que vous avez créée de toutes pièces par rapport aux autres magasins où c'est des franchisés, comment l'idée d'affaires elle vient et comment on l'a construit aussi cette idée-là? Alors à la fois par envie et par défaut, puisque ce magasin-là, donc on est en 2020, on est une semaine avant le premier confinement. Ouais. Donc entre-temps, Mime est une enseigne qui est décédée. Hein. Oui. Voilà, hein. Je l'ai quittée avant qu'elle meure. Donc entre-temps, j'ai contracté avec Pimki, j'en ai ouvert 2. J'ai ouvert le Rouge-Gorge dans lequel vous êtes venu faire votre stage. Et j'ai ouvert le Grain de Malice à Boufféré et le Grain de Malice à Pornic. D'accord? Donc déjà, au moment où j'ouvre la station, donc magasin indépendant, il y a une base solide. Vous voyez, je vous parlais de diversifier le risque. Au moment où j'ouvre la station, j'ai 3 enseignes, d'accord? Pour 1, 2, 3, 4, pour 5 magasins. Donc ce 6e à l'époque,
la station, même si c'est le magasin d'origine, il y a un moment, il faut que je me pose pour dire, est-ce que je peux aller chercher une autre enseigne? Si oui, laquelle? Et si je ne peux pas, pourquoi je garde ou pourquoi je quitte? Et là, on en revient à un critère de base qui est l'emplacement. Cet emplacement-là, il est bon, je ne peux pas le laisser tomber. Et ce magasin-là, je sortais d'une parenthèse avec une enseigne bien connue sur Nantes et en Bretagne, qui est Armor Luxe, où cette marque-là avait le droit de citer sur les herbiers, mais il fallait pour ça y adjoindre d'autres marques, donc devenir un multimarque. Donc en fait, dans le passage à la station, il y a l'analyse de l'emplacement que je voulais garder, et puis il y a l'analyse du risque, c'est-à-dire qu'avoir un magasin indépendant sur lequel on paye le stock en plus de tout le reste, bon, est-ce que c'est gênant? Est-ce que ça met en péril la boîte? Réponse non. Puisque tous les autres, ce qu'on n'a pas précisé peut-être, ce que j'ai peut-être oublié de préciser, tous ces magasins-là, moi j'ai pu les développer notamment parce que je ne paye pas le stock. En tant qu'affilié, on me confie un stock, d'accord, je fais du chiffre avec et je suis commissionné dessus. Donc quand vous allez voir un financier, un banquier, que vous lui dites j'ai envie de faire un magasin et que vous lui dites financez-moi les travaux et le stock, il n'y en aura pas. Ah, très bien, on y va. Il vous dit oui quasiment instantanément, puisque le principal vecteur de risque, c'est le stock. Donc en 2020, vivre le risque du stock sur un magasin multimarque avec à côté 5 magasins avec une bonne assise et sans risque de stock, c'était pas dénué de sens. Voilà. Donc après, il suffisait. J'ai dû aller chercher des marques qui n'existaient pas ou très peu aux herbiers pour essayer de construire une offre cohérente. Je pense que c'est réussi pour connaître un peu le magasin. Quelles sont les difficultés les plus courantes justement dans l'entrepreneuriat? Peut-être des anecdotes ou un partage d'expérience à travers les 8 magasins qu'on vu le jour Alors là aussi, je vais en revenir au parcours. Ce qui fait le plus peur à des partenaires, on va dire investisseurs, aux enseignes, les bailleurs, non. Mais souvent, ce qui fait le plus peur, c'est la gestion de l'humain. C'est-à-dire, mais comment vous allez faire? Le personnel, c'est compliqué et tout. Moi, j'ai réussi à les convaincre que pour moi, le personnel, c'est pas compliqué. Puisque c'est dans mon ADN, de ce que j'ai vécu avant à Decathlon, puis chez Beaumanoir. Être entrepreneur, c'est aussi, faut aussi être capable de se regarder dans un miroir puis de dire, là, je suis bon, j'y arrive. Vous voyez, on a plein de défauts. Mais moi, il y a un truc que je sais faire, c'est je sais m'entourer. Donc à partir de là, il n'y a pas trop de soucis. Si la finance suit derrière, si les travaux sont maîtrisés, si le bail est bien négocié avec un loyer raisonnable, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'était surtout au niveau du management, c'est ça. C'est cet environnement-là où ça peut peut-être impressionner aussi. Oui, parce qu'avec l'humain, quand je dis que je sais m'entourer, c'est je mets en pratique ce que j'ai vu et vécu qui fonctionne dans une organisation de magasin au singulier et au pluriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui compte dans l'organisation de magasin, c'est d'avoir la bonne personne qui le gère, la bonne responsable. C'est la première clé. Si on a une super équipe et une responsable qui ne tient pas la route, c'est pas la peine. Moi, je m'arrache les cheveux, d'accord? Donc mes responsables, je les recrute serrés et je les bichonne. Et ça se passe bien. C'est un élément central. Oui. C'est elles aussi qui prennent le relais en fait de votre rôle, oui. de piloter un peu l'équipe. Donc il faut qu'il y ait une confiance et il faut aussi qu'il y ait une bonne dynamique dans l'équipe. Ça se ressent déjà au niveau des clients. Oui. Et c'est important aussi. Oui. Et pour finir, quels conseils vous donneriez à ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs ou qui le sont actuellement aussi? Une ligne conductrice ou vraiment un tips? Je vais reprendre cette image de faut toujours avoir la tête dans les étoiles. Vous voyez, en venant ce matin, j'ai réfléchi à un nouveau projet. Et puis, il faut essayer d'être à la fois son propre moteur et son propre contradicteur. Faut trouver toutes les raisons d'y aller et il faut trouver toutes les raisons de ne pas le faire. Les points positifs et les points négatifs. Voilà. Et il ne faut pas réfléchir seul. C'est vraiment important. Donc la famille peut compter, voilà, parce que s'il y a un projet fou qui fait que demain vous ne voyez plus votre femme et vos enfants, c'est peut-être un peu casse-gueule. Compliqué. Ça peut être compliqué. Il ne faut pas hésiter à solliciter son comptable, de dire je vais rajouter une branche là. D'après vous, vous en pensez quoi en termes de charge, de volume, en termes social aussi, parce qu'aujourd'hui je suis à 30 salariés, moi si demain je passe à 50, c'est plus la même. Ah, c'est pas pareil, d'accord, d'un point de vue réglementaire, en termes d'instances, de choses, ça n'a plus rien à voir. Il y a des clubs d'entrepreneurs. Vous avez le réseau Initiative, qui est présent partout en France, qui vous accueille, qui vous donne accès à la fois à des petits financements, mais aussi à beaucoup de conseils. Quand vous voulez passer la vitesse supérieure, il y a d'autres dispositifs. Et vous parlez des clubs, des clubs d'entreprise. Oui. On peut en citer justement pour que ça soit utile aussi aux étudiants. Ouais. Il y a tout le réseau France Initiative. Donc, sur tout territoire, vous avez un réseau Initiative. Donc moi, dans le Nord Vendée, c'est Initiative Vendée Bocage. Sur Nantes, je pense qu'il doit y en avoir plusieurs, vu le volume, vu la taille.
Vous avez d'autres dispositifs via la chambre de commerce. Pareil, ça c'est présent sur tout le territoire français. Quand vous cherchez des relais de croissance, et moi je l'ai fait quand j'ai ouvert à la fois Pinky et Rouge-Gorge, où là vous avez accès à des prêts personnels qui vous servent de garant quand vous allez voir le banquier. C'est-à-dire que c'est vraiment un prêt qui vous est fait à titre perso. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir dans ces dispositifs à la fois un petit pécule qui permet d'aller négocier au niveau d'un prêt bancaire. Ça fait 10 000 de plus en apport, même si c'est de l'emprunt, c'est considéré comme de l'apport. Et puis à côté, vous avez aussi un apport en savoir-faire, c'est-à-dire que dans chaque association initiative, par exemple, vous avez un gros réseau où on va s'efforcer de vous trouver un parrain, une marraine qui a un profil à peu près similaire. Vous voyez, donc par exemple en ce qui me concerne, dans le commerce, la parfumerie, une boutique, ouais, c'est assez proche. Voilà, c'est pas très proche, mais c'est assez proche. Donc j'ai eu des conseils à ce niveau-là. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est aussi des cercles où quand vous avez passé le cap des 2-3 premières années, vous rendez la monnaie de sa pièce à l'association. Vous devenez parrain moi je suis devenu parrain d'un directeur de jouet club où je l'ai conseillé. Pas sur tout, le référencement jouet, non. Mais par exemple sur l'humain, comment s'entourer, comment faire ses contrats, comment faire ses avenants. Là, je l'ai beaucoup conseillé. Après, vous avez d'autres dispositifs pour la croissance. Donc là, on peut passer moi en tout cas, je suis passé de 10 000 d'aides à 80 000. Ah oui, c'est plus pareil. D'accord, là vous vous endettez aussi, mais c'est considéré comme de l'apport perso. Et ça se vit très bien parce qu'après, légalement, vous avez le droit de vous rembourser ces prêts-là sur de la note de frais. Enfin, c'est un circuit qui fonctionne très bien. Donc de l'aide, il y en a plein. Et oui, vous avez je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, vous aviez un autre projet. Ça serait toujours dans le même domaine ou toujours dans le domaine du textile et c'est ça. Pour savoir plus ou pas du tout? Ah. Petit teasing. Mais en fait, là aussi, c'est lié. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait une petite parenthèse de 3 ans entre le MIM et le magasin La Station, une petite parenthèse avec Armor Luxe. Il y a 10 jours, oui, on m'appelle pour un local au Sable d'Olonne. Et autant Armor Luxe, c'était un peu limite aux herbiers, raison pour laquelle je ne l'ai pas gardé. Au Sable d'Olonne, franchement, ça se regarde. Ça peut être intéressant. Voilà. Mais toujours sur le même principe. Sur la côte vendéenne, ça peut être. Voilà. Toujours sur le même principe, c'est l'envie d'y aller. On sollicite des contacts. J'ai appelé le directeur commercial d'Armor. Je lui ai donné un peu les conditions. J'ai eu les gens qui cèdent leur local. Donc j'y vais. Et en même temps, je me dis, qu'est-ce qui pourrait me bloquer? Est-ce que c'est bon pour la boîte? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que c'est facile? Donc je vais aller chercher de la contradiction. Et ça prouve aussi que malgré, alors c'est pas un échec Armor Luxe, au contraire, ça a pu faire un super après-projet derrière au niveau de la station. Mais justement, vous avez pas pris ça comme un échec, mais vous avez redonné une vie supplémentaire donc au Sable d'Olonne, du coup, ce magasin-là. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que justement, vous rebondissez toujours et vous retrouvez toujours une manière de renouveler votre activité. Et, pour l'instant. Pour l'instant, mais c'est très bien et c'est un beau parcours. Merci Nicolas pour ce moment. Merci Laura. Et j'espère que ça vous a plu, cet échange ensemble. En conclusion, donc, c'était un podcast sur l'entrepreneuriat. Nous espérons que vous avez appris quelque chose et que ça vous aura donné de l'inspiration pour vos futurs projets. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans Spotway Days.